Sous les volets du palais impérial, il faisait calme comme dans un cimetière. Et seulement de temps à temps, à travers les rideaux fermés et les murs argentés, on entendrait un grincement sauffu lorsque l'impératrice tentait de se lever, errant à la voir de ses propres évaporations. Du pus coulait de ses pieds. Chaque matin était un nouveau témoignage de la décomposition que les courtiens s'efforçaient de ne pas regarder et de ne pas s'approcher. L'impératrice Marguerite III avait 43 ans. Elle régnait avec retenue, obéissant aux conseils des anciens et à la volonté des évêques. Mais ces derniers mois, ses décisions étaient devenues de plus en plus désordonnées. Les remaniements au palais, les lettres brûlées, le renvoi des vieux médecins, tout cela pouvait encore s'expliquer par la crainte d'un effondrement imminent. Mais à partir du mois de mai, des rumeurs commencèrent à circuler. Les appartements de Sa Majesté impériale ont été aspergés de vinaigre et de pommade sulfurée. Les gardes se tiennent à la porte non pas pour assurer la sécurité, mais pour empêcher quiconque d'entendre les délires et les gémissements, rapportait le médecin Caspar von Goltz dans un rapport daté du 8 juin. Il fut renvoyé le lendemain. Marguerite cessa d'assister aux offices. Elle annula la réception de l'ambassadeur français, reporta le couronnement du duc de Hongrie et modifia à 2 reprises le texte de son testament. Les courtisans se disputaient. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un empoisonnement, d'autres que l'impératrice était victime d'une hérésie, d'autres encore soupçonnaient les médecins. Sa température corporelle augmentait. La fièvre provoquait des délires. Les témoignages des serviteurs, consignés après sa mort, faisaient état d'hallucinations. Elle aurait parlé à son mari décédé, à des hérétiques brûlés, et même à un bébé qu'elle avait perdu 20 ans auparavant. Parfois, elle se levait brusquement de son lit, arrachait ses bandages et criait « Ne les laissez pas entrer, ils veulent prendre mes jambes !» Ses jambes étaient effectivement le centre de la lésion. D'abord, il y eut des ulcères, puis une nécrose des tissus, puis un écoulement de liquide. Du sang mêlé de pus transparaissait à travers les bandages et imprégnait les couvertures. Les serviteurs affirmaient que certaines nuits, le pus coulait sur le sol en marbre et formait le matin une croûte qu'ils grattaient avec des couteaux. Aucune pommade n'était efficace. L'eau argentée, les incantations, les teintures d'opium, même la combustion de pierres sulfureuses, tout était vain. L'un des médecins, Hans Todd, désespéré, proposa l'amputation. Il fut renvoyé le soir même. Le secrétaire du palais, Jacob Neuberg, écrivit dans son journal intime « La mort approche, mais elle ne vient pas. Elle respire seulement, cachée dans la peau de l'impératrice. Elle pourrit, mais elle est vivante. Elle prie, mais dans son délire. Chaque jour est une torture pour elle et pour nous. » Seules 3 personnes étaient autorisées à voir l'impératrice. Son confesseur, un médecin de Bâle et une dame d'honneur nommée Katharina von Altena. Les autres apprenaient les nouvelles par l'odeur. De la chambre à coucher aux escaliers, ça puait la chair grise et humide et le sang. Les domestiques aéraient les appartements pendant des heures, mais les murs étaient imprégnés. D'après les notes de Katharina, le 6 juillet, Sa Majesté a essayé de se lever. Sa jambe s'est déchirée, comme un sac en cuir rempli d'eau et de pus. Elle est tombée et s'est cognée le visage contre le sol. À nous 3, nous l'avons relevée et j'ai entendu ses os craquer sous ses pieds, comme s'ils étaient creux. Le médecin a ordonné de ne plus la bouger. Les serviteurs ont commencé à refuser de monter de garde. Certains se sont enfuis.
L'un d'eux, Tobias, a plus tard déclaré devant l'archevêque: Quand je touchais les draps, de l'eau noire coulait dessus. Je pensais que c'était de la sueur. Mais quand j'ai soulevé le coin de la couverture, j'ai vu l'ongle de Sa Majesté tomber et un ver sortir de dessous. À la cour, on commença à murmurer qu'il s'agissait d'une malédiction. Le vieux évêque déclara qu'une femme qui n'avait pas été purifiée comme il se devait avait été élevée sur le trône. Les réformateurs, au contraire, affirmaient que ces souffrances étaient la preuve de la décadence du pouvoir catholique. Les ambassadeurs, n'ayant pas obtenu d'audience, quittèrent le palais. Des troupes commencèrent à se rassembler aux frontières, les ducs de Westphalie, les seigneurs de Bavière, les prélats romains. Tous attendaient sa mort, mais elle ne mourrait pas. À la mi-juillet, Marguerite ne distinguait plus les visages, elle s'adressait à chacun comme à un enfant. Tantôt, elle ordonnait de donner la couronne à un nourrisson. Tantôt, elle exigeait que tous les livres soient brûlés, à l'exception des psaumes. Elle essayait de manger de l'encens, s'enroulait les mains dans des cordes, se griffait le visage jusqu'au sang. Un liquide trouble coulait de ses yeux. De ses oreilles coulait du sang. Sous ses ongles, il y avait une substance visqueuse noire. Son confesseur écrivit: « Je lui ai donné 2 fois l'absolution, mais aucune confession n'était complète. Elle commençait par se repentir, mais finissait par proférer des malédictions. Elle priait à genoux, vêtue uniquement d'un simple sous-vêtement, la peau à vif. On cessa de nettoyer les appartements de l'impératrice. Les courtisans avaient peur de s'approcher. Même les gardes se tenaient à distance, le visage couvert d'un foulard. Une seule fois, on tenta de l'embaumer de son vivant. On lui lava les pieds avec du vinaigre et on les recouvrit de cire d'abeille. Mais le pus continuait de suinter. Cette nuit-là, Marguerite hurla si fort que tout le monde se réveilla dans l'aile voisine. Le lendemain matin, 3 serviteurs écrivirent leur lettre de démission. Pendant que la cour pourrissait avec elle, la guerre couvait derrière les murs. Qui prendrait le trône? Où était le testament? Quel duc serait le premier à envoyer ses troupes? Tant qu'il n'y aurait pas de corps, il n'y aurait pas de couronne. À la fin du 2e mois de reclusion, lorsque les murs de la résidence de Linz commencèrent à moisir à cause de la fumée d'encens et de l'air vicié, l'impératrice ne se levait plus de son lit. Ses jambes avaient enflé jusqu'à atteindre la taille d'un enfant. Sa peau était craquelée et un liquide épais, jaune-gris, suintait des fissures. Selon le témoignage du valet de chambre Joachim Krauss, la chair se détachait des os comme la peau molle d'une pomme cuite. Les serviteurs refusaient de changer les draps plus d'1 fois par jour. Ceux qui étaient désignés par tirage au sort laissaient des mouchoirs parfumés sur le visage et travaillaient en silence, sans regarder le corps. Le médecin du conseil de la cour, Hermann von Platen, écrivait dans son rapport: « La gangrène des tissus des pieds avait atteint un tel stade que le petit orteil gauche s'est détaché sans effort lors d'un massage au baume de myrrhe. La chair sous les ongles était noircie et dégageait une odeur persistante de sang pourri. L'impératrice ne parlait plus de manière cohérente. Elle murmurait des phrases dans un français approximatif, insérant parfois des mots tirés de prières enfantines. Parmi ces tirades incohérentes, les serviteurs reconnaissaient des répétitions. « Ne touche pas à ma peau. Il est sous le lit. Il y a des cendres dans mon corps. Où est mon frère? Il a brûlé. » Ses yeux se fermaient, ses pupilles se rétrécissaient, ses lèvres marmonnaient.
Son ouïe restait aiguë, et le moindre bruit à la porte la faisait hurler, pensant que les hérétiques étaient venus chercher ses entrailles. Le moine Augustin, l'un des derniers à avoir été autorisé à se confesser, quitta le palais et écrivit au monastère. J'ai peur de ce qui est entré en elle. Ce n'est pas la voix d'une femme, c'est autre chose qui parle. Pendant ce temps, dans les couloirs entre la chapelle et le cabinet des régents, une dispute secrète faisait rage au sujet de l'héritage. Le fils aîné, l'archiduc Louis, n'avait pas encore été reconnu comme héritier légitime par les princes électeurs, et c'est précisément pour cette raison que ses conseillers exigeaient que sa mère soit immédiatement écartée de la signature de tout décret. La fille cadette, la comtesse Ida, au contraire, cherchait à obtenir une audience auprès de l'impératrice afin de la forcer à reconnaître de sa bouche sa bénédiction pour mon mariage avec le Palatin. Entre elles se trouvaient des dignitaires qui s'efforçaient de rester neutres, ainsi que l'évêque de Munich, qui appelait à ne pas tenter le destin d'une mourante, car le démon pourrait profiter de la faiblesse de la chair. Pendant ce temps, des événements étranges se déroulaient dans les appartements. Les serviteurs se plaignaient d'entendre des bruits de pas la nuit, alors que personne ne bougeait. Les candélabres tombaient des cheminées, les bougies s'éteignaient malgré l'absence de courant d'air. L'un des gardes du corps, laissé de garde pendant la nuit, découvrit des traces de sang sur l'oreiller de l'impératrice, bien qu'elle n'ait aucune blessure. Plus tard, il s'avéra que la peau à l'arrière de sa tête avait éclaté sous la pression et que ses cheveux avaient absorbé un liquide ressemblant à un compote sombre et sentant le savon. À partir de la 5e semaine de maladie, toutes les tentatives pour nourrir l'impératrice ont cessé. Elle refusait de manger, déchirait ses bandages et criait quand on s'approchait d'elle. L'un des rapports, daté du 26 mars, indique « L'impératrice n'a pas dormi de la nuit, exigeant qu'on lui montre un miroir. Quand on le lui a donné, elle l'a brisé avec sa tête, laissant des morceaux de cheveux et de sang sur le verre. Après cela, elle a été enfermée sans possibilité de se déplacer dans le palais. Depuis lors, l'évêque célèbre la liturgie près de son lit presque tous les jours. Chaque service se termine par l'évanouissement d'un des serviteurs. Un jour, alors que le chant du cœur avait particulièrement exacerbé sa crise, une masse purulente avec des fibres noires a commencé à s'écouler dessous ses ongles. Plus tard, l'un des moines présents a déclaré « Elle ne meurt pas, elle se désagrège comme un vêtement déchiré. » À la mi-avril, après une crise, son corps se mit à émettre un craquement humide constant, semblable à de faibles claquements. Le médecin de la cour nota dans son journal « La peau des mollets glisse au toucher comme du vieux papier. Lors de l'ouverture des bandages, l'odeur est si forte qu'elle provoque des nausées même chez les personnes habituées. » On commença à enduire l'impératrice de jus de pomme de pin et de poudre de menthe séchée. Pour repousser la pourriture, on plaçait sous le matelas des morceaux de bois carbonisé et de la racine de radis piquant râpé. Mais cela n'arrêta pas le processus. À la 9e semaine, ses 2 jambes étaient couvertes d'une masse noire-jaune et de cloques. Certaines cloques suintaient un liquide ressemblant à du blanc d'œuf. La peau de ses pieds était tellement craquelée qu'on pouvait y enfoncer un doigt. L'un des serviteurs qui essayait de changer son bandage s'est évanoui, et un autre s'est enfui et a été retrouvé plus tard dans la chapelle, où il brûlait ses gants en marmonnant « Je ne veux pas emporter ça avec moi ». Parallèlement,
Le conseil électoral tenait des réunions à huis clos pour discuter d'un plan visant à déclarer la régence. Après avoir rendu visite à la mourante, l'archevêque de Mayence écrivit: Le Seigneur l'a abandonnée. J'ai vu ses doigts bouger d'eux-mêmes. Je ne peux bénir une chair vivante si elle n'a plus d'âme. Tandis que les rumeurs se propageaient, seuls les prêtres, les gardes et 2 médecins restaient à l'intérieur des murs. L'un d'eux, le vieux pharmacien Emmerich, nota secrètement dans un cahier: On nous a ordonné de poursuivre les soins, mais il est impossible de soigner ses jambes sans qu'elles perdent connaissance. Les veines sont comme du charbon. Tout craque et sécrète une substance semblable à une bouillie de saindoux pourri. Chaque jour, elle perdait du poids. Elle sentait le soufre et, lorsqu'elle ouvrait la bouche, une odeur d'œuf pourri et de fer rouillé s'en échappait. Toutes les lettres envoyées au palais pour demander une audience étaient renvoyées avec la mention: Sa Majesté est en retraite spirituelle. Les ambassadeurs de Venise et de Bohême se mirent à discuter entre eux pour savoir si elle était maudite. Au début du mois de mai, personne, à l'exception du prêtre et d'un serviteur muet, n'entrait plus dans la chambre. Le silence rappelait celui d'un tombeau. Les fenêtres étaient fermées, les rideaux tirés, l'obscurité régnait, et une odeur de vie en décomposition flottait dans l'air. À 6 heures du soir, le 7 mai, il se produisit quelque chose que les chroniques qualifient de présage. Une volée d'oiseaux noirs passa au-dessus du palais, dont l'un se brisa contre la vitre de la chapelle, laissant sur la mosaïque une tache qui, selon les témoignages, ne pouvait être effacée même avec de la lessive. Mais la mort n'était pas encore venue. Dans la nuit du 8 mai, l'état de l'impératrice s'était tellement détérioré que sa respiration était devenue saccadée, avec un gargouillement caractéristique dans la poitrine. Selon le serviteur Franz Landgraf, qui passa plus de 3 heures à la porte, chaque expiration sonnait comme si son âme était aspirée par sa gorge. Sa cage thoracique se soulevait de manière irrégulière, son corps tremblait, et un liquide gris-vert s'écoulait de sa bouche. C'était un signe de décomposition des organes internes, alors qu'elle était encore en vie. Le médecin de la cour von Platen confirma plus tard dans ses notes médicales: On suppose que la phase d'autolyse de la décomposition a commencé. Le foie est hypertrophié. Les poumons sont humides et tremblent. La peau est foncée à la base du cou. La température corporelle atteint 50 degrés. Lorsque le prêtre entra à l'aube, il trouva l'impératrice dans un état dit d'agonie muette. Les yeux ouverts, la respiration superficielle, les lèvres remuant, mais sans émettre le moindre son. Elle essayait de murmurer une prière, mais seul un sifflement faible s'échappait parfois de sa bouche. Sur les draps, on voyait des traces de nouvelles sécrétions provenant des plaies de ses jambes, du sang mélangé à un mucus transparent. La peau de ses chevilles était complètement détachée et ses tibias étaient enveloppés d'un vieux ruban rouge que les serviteurs n'osaient pas retirer. L'un d'eux nota dans une note: Elle a demandé qu'on lui laisse au moins un objet de son mariage. Elle disait que sans cela, le démon entrerait dans son cœur. Les gardes ne laissaient même plus entrer les plus hauts dignitaires dans le palais. Le conseil régent siégeait dans une partie séparée de la forteresse où seuls des rapports verbaux étaient transmis. Le dernier médecin autorisé à entrer fut expulsé après avoir tenté d'administrer une teinture d'opium. Les serviteurs ont vu l'impératrice
dès qu'on lui a approché une cuillère de ses lèvres, se lever brusquement et crier « Je ne mourrai pas tant que mon nom n'aura pas été prononcé ». Après cela, ses mains ont été attachées avec des cordes souples afin qu'elles ne se grattent pas la poitrine. Au cours des 2 jours suivants, le corps s'est rapidement décomposé. L'odeur devint si forte et âcre que les gardes commencèrent à accrocher des chiffons imbibés de vinaigre aux poignées des portes. La chair du dos se fendit, des escarres se formèrent au niveau du sacrum, d'où s'écoulait un liquide sombre. Sous les ongles, il y avait de la pourriture noire. Le serviteur qui avait remplacé le garde de nuit déclara avoir entendu quelque chose qui clapote sous les draps comme un animal. Cette rumeur se répandit dans tout le château et poussa 2 jeunes serviteurs à déserter, s'enfuyant par l'enceinte du jardin. Le 10 mai, le corps était recouvert d'une fine couche grise. Le médecin, revenu sur ordre de l'évêque, nota : le corps est partiellement mort. Le bras gauche ne réagit pas. Le droit est encore chaud. Les yeux sont vitreux, mais les pupilles se rétrécissent à la lumière. La voix a disparu. Le pouls est imperceptible. Miracle ou exécution, mais le processus n'est pas terminé. Il recommanda d'appeler d'urgence un chirurgien pour amputer les membres en putréfaction, mais tous les membres du conseil refusèrent. Intervenir sur le corps de l'impératrice à l'heure de sa mort est un sacrilège. Le soir du même jour, une traînée de liquide, mélange de pus et de bile, fut remarquée sur le sol près du lit. Selon le prêtre, cela s'accompagnait de vapeurs sortant de sa bouche, malgré la fraîcheur. Plus tard, il s'est avéré qu'un processus d'auto-échauffement avait commencé à l'intérieur de son corps. Du gaz s'accumulait à l'intérieur, provoqué par une microflore putride. Dans la nuit, vers 3 heures, un bruit étrange se fit entendre, comme si une bulle avait éclaté dans son ventre. Le serviteur qui se trouvait à proximité déclara que, à ce moment-là, c'était comme si quelqu'un d'invisible s'était jeté sur elle. La couverture se souleva comme lors d'une inspiration, mais elle ne bougeait pas. Le matin, l'un des notaires de la cour a laissé une note. Aujourd'hui, l'odeur dans sa chambre ressemble à celle d'une cave remplie de cadavres. Les murs sont humides, les fenêtres fermées, les lampes éteintes, et les serviteurs ne la touchent qu'à travers d'épais draps. La rumeur s'est répandue parmi le peuple. On dit qu'elle n'est pas humaine, mais un réceptacle du péché. Le 12 mai, l'impératrice a soudainement ouvert les yeux. Cela a été confirmé par 2 témoins, l'assistant de l'évêque et la femme de chambre. Elle a regardé le plafond et a expiré. « Je brûle de l'intérieur ». Puis, selon la même servante, son visage s'est allongé comme celui d'un poisson desséché, sa bouche s'est entr'ouverte et un liquide s'en est écoulé. Sur ses lèvres, il y avait de la mousse dans laquelle on a trouvé plus tard des traces de bile noire. Après cela, elle a cessé de respirer. Mais son corps n'était pas froid. Pendant que l'on préparait les funérailles dans la chapelle, des phénomènes inhabituels se produisaient dans la chambre. Le tissu des rideaux était couvert de taches et les bougies ne s'allumaient pas. Les médecins avaient peur de s'approcher du cadavre. Son corps continuait d'émettre un son faible, comme si quelqu'un marchait dans la boue. Ce n'est que le matin du 13 mai qu'elle fut officiellement déclarée morte. Mais même alors, personne n'osait toucher sa peau. Sur ordre du conseil, le corps fut laissé dans son lit pendant encore 24 heures, le temps de décider comment le transporter. Le problème était que toute tentative de déplacement risquait de provoquer une déchirure des tissus.
L'un des embaumeurs arrivés de Passau déclara catégoriquement: si on la touche, ses entrailles se répandront. Il faut soit la congeler, soit la laisser là. Le même jour, dans la cour intérieure, on commença à discuter en secret d'un éventuel remplacement du corps. L'un des greffiers proposa: nous pouvons sortir le corps sous le couvert de la nuit et le remplacer par une poupée embaumée. Sinon, il n'en restera rien à part une tache. Mais l'archevêque interdit toute action de ce genre, sous peine d'excommunication. Il fut décidé de procéder en secret à l'embaumement du corps dans un sarcophage de plomb recouvert à l'intérieur de résine et de charbon. Lorsque l'on tenta de transférer le corps enveloppé dans de la soie sur une civière, 3 doigts se détachèrent des pieds. L'un d'eux resta sur le drap. Personne n'osa le toucher. Le voile qui recouvrait le visage était collé aux joues. En essayant de le retirer, un morceau de peau s'est détaché. Dans la nuit du 13 mai, le sarcophage de plomb a été scellé. Il a été transporté dans le silence le plus total par un passage de service. Seuls 2 envoyés ont assisté à la scène, dont l'un a écrit plus tard: j'étais présent lors du transfert. Tout autour, c'était comme dans une crypte. Même les oiseaux ne chantaient pas. L'Empire ne savait pas encore que le corps n'était plus celui de l'impératrice. Il était devenu le symbole de la fin d'un ordre fondé sur la peur et le rituel. Mais l'annonce de sa mort n'avait toujours pas été faite. Le matin du 15 mai, près de 3 jours après son décès, la première cloche funèbre retentit au-dessus du quartier du palais à Ratisbonne. Mais ce n'était pas sur ordre du conseil, mais de la propre volonté du prieur du monastère Saint-Hubert. Lorsque le messager lui apporta la nouvelle, il aurait déclaré: si l'État se tait, la cloche dira la vérité. À midi, la nouvelle de la mort de l'impératrice était déjà connue à Trèves, Passau et Innsbruck. Les rumeurs allaient plus vite que les courriers. Pendant ce temps, une lutte acharnée pour le pouvoir s'engageait à l'intérieur du palais. Comme le corps n'avait pas encore été inhumé, la succession était considérée comme inachevée. Les 2 fils, le plus jeune, soutenu par le prince électeur de Bohême, et l'aîné, entouré du clergé catholique, commencèrent à se partager les sphères d'influence. Des gardes armés furent postés dans les appartements où se trouvait le sarcophage, avec pour ordre de ne laisser entrer personne, pas même l'évêque. Voici ce que rapporte un rapport du greffier secret. La défunte repose dans son cercueil, mais autour d'elle, c'est la lutte. L'un des conseillers les plus jeunes a été retrouvé étranglé derrière un rideau. On dit qu'il transmettait des documents en thuringe. On accuse le fils aîné. Les serviteurs se taisent, mais chuchotent la nuit. On dit que des taches apparaissent à travers le métal sur le corps. Le 6e jour après la mort, le cercueil a été temporairement transféré dans la chapelle. Lors d'une tentative d'ouverture du sarcophage pour la cérémonie des funérailles, un gaz sombre s'est échappé de la couture, selon le témoignage de 3 moines. 2 personnes ont perdu connaissance. La cérémonie a été célébrée en l'absence du corps. Les funérailles n'ont eu lieu que symboliquement, sur la forme, comme l'indique le rapport de l'archevêque. C'est à ce moment précis que la division de l'Église a commencé. La partie libérale du clergé a déclaré que la mort de l'impératrice sans confession et avec des signes corporels aussi effrayants était une punition. La partie catholique a insisté. Ses souffrances étaient une purification. Des pamphlets ont fait leur apparition. Le sang de ses pieds est le signe de notre culpabilité. La chair a pourri, car le royaume était pourri.
L'un des tracts populaires trouvés sur les portes de l'évêché contenait les lignes suivantes. Ils ont couronné un corps en décomposition. Elle mourait et eux se partageaient les couronnes. Maintenant, qu'il mange la moisissure de son cercueil. Les conséquences politiques furent presque immédiates. Le conseil régent se désintégra. 4 conseillers principaux s'enfuirent. L'un d'eux mourut dans des circonstances mystérieuses. Des arrestations massives de serviteurs commencèrent, en particulier ceux qui servaient dans la chambre à coucher. Sous la torture, l'un d'eux déclara « J'ai vu le corps bouger le 3e jour. C'était comme si quelque chose voulait sortir de l'intérieur. » Ce procès-verbal a été classé secret, mais il a été retrouvé plus tard dans les archives de Würzburg. Les funérailles n'ont eu lieu que le 11e jour. À ce moment-là, une chaleur torride régnait dans la capitale. Le sarcophage a été recouvert de goudron et d'un bouclier métallique arborant les armoiries. Selon des témoins oculaires, pendant le cortège, les chevaux qui portaient le cercueil renâclaient et ont failli se cabrer à 2 reprises. Dans les rues, les gens étaient silencieux. Personne ne jetait de fleurs, personne ne chantait de prières. Seul le sifflement sourd du soleil brûlant et le claquement des drapeaux se faisaient entendre. Après l'enterrement, ce fut le chaos. Le fils cadet s'est proclamé gardien de la volonté de sa mère, tandis que l'aîné a été couronné à la hâte dans la salle où les taches de goudron n'avaient pas encore séché. 2 semaines plus tard, une révolte a éclaté à Linz. Les procès des serviteurs de la décadence, comme les anciens courtisans étaient appelés dans les tracts, ont commencé. L'Empire se divisa. Dans certaines provinces, on commença à prier pour le repos de l'âme de l'impératrice. Dans d'autres, pour être délivré de la malédiction de la couronne pourrie. Des sectes hérétiques apparurent, affirmant que le corps de l'impératrice n'avait pas encore été enterré, mais qu'il pourrissait quelque part dans un monastère gardé par un ordre secret. La dernière inscription, faite dans le monastère de Saint-Henri, 2 ans après sa mort, dit « Chaque printemps, le jour de sa mort, de la vapeur s'élève au-dessus de la chapelle. Des gouttes de résine réapparaissent sur les dalles. Les serviteurs refusent d'entrer sans leur soutane. Un garçon a dit avoir entendu une voix dire « Je ne suis pas encore parti ». Il a été envoyé en exil. Ainsi s'acheva le règne de celle que l'on appelait de son vivant la chair de l'Empire. Mais sa mort révéla que sa chair était déjà morte, bien avant son dernier souffle. Et avec elle mourut l'ordre, remplacé par la peur, la paranoïa et la lutte éternelle pour ce qui n'existait plus.